chez Aéro Montréal. Merci d'avoir rejoint ce webinaire aujourd'hui. Vous avez été nombreux à partager vos questions sur la gestion des enjeux légaux quant aux emplois mis en péril dans vos entreprises en ce temps de crise et de baisse d'activité. Nous espérons répondre aujourd'hui à vos préoccupations afin de vous aider à prendre des décisions éclairées. Ce webinaire débutera par une présentation effectuée par notre partenaire Norton Rose Fulbright qui sera menée par Éric Lallier. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Éric, eh bien, sachez qu'il prête main forte aux employeurs québécois et leur offre des conseils pratiques en lien avec une grande variété de questions juridiques, notamment l'interprétation et l'application de conventions collectives et de contrats d'emploi, les questions de santé et de sécurité au travail, l'arbitrage de griefs ainsi que les questions en matière pénale. Durant la présentation d'Éric, vos micros resteront muets. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en tout temps par écrit dans le chat à l'intention d'Aéro Montréal, s'il vous plaît. Après la présentation, 2 experts répondront à vos questions. Il s'agit de notre présentateur, Éric Lallier, accompagné de Mathieu Giguère, conseiller principal en innovation du gouvernement du Canada. Je passe la parole sans plus attendre à Éric. Et bon webinaire, merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. En fait, on va s'habituer à faire des webinaires comme ceux-ci, à ne pas voir les gens à qui l'on parle. Mais évidemment, sachez que l'objectif, c'est de vous fournir certains outils et des réponses surtout à vos questions. Donc, ce que l'on fera, c'est que l'on débutera par une présentation générale, résumant peut-être les questions auxquelles notre équipe a été le plus fréquemment placée. Et ensuite, ce sera vos questions auxquelles on est en train de répondre. Et on est excessivement chanceux, là, je le dis, parce que on fait des jaloux aujourd'hui, j'en suis persuadé. On a un représentant donc, du gouvernement fédéral qui sera présent, M. Mathieu Giguère, et qui répondra aussi à certaines de vos questions. J'en ai moi-même pour lui et en lien avec les différents programmes gouvernementaux qui ont été annoncés. Donc, sans plus tarder, en fait, quelques mots d'introduction pour vous dire, et je l'ai répété à quelques reprises au cours des dernières semaines. En fait, c'est une phrase que je vole et que j'emprunte au ministre Pierre Fitzgibbon qui a dit sur quelques plateformes, on est actuellement en train de lire un livre qu'on écrit en même temps. Et c'est une situation qui est hors norme, une situation qui n'est jamais vue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de précédent. C'est des expressions qu'on entend pour la santé publique, pour le gouvernement tant québécois que fédéral, mais aussi pour les employeurs du Québec. Alors, on avance un peu sans filet dans une situation à laquelle on n'a jamais été confronté. Et même juridiquement, alors si dans vos organisations, ça entraîne des défis, je vous confirme que juridiquement, pour vos conseillers, ça entraîne aussi certains défis. Et on réfléchit en même temps aux impacts légaux de cette crise-ci sur vos organisations. Donc, c'est un peu ces réflexions-là dont je vais vous faire part aujourd'hui. Alors, vous voyez l'agenda de la rencontre. On tentera dans les 20-25 premières minutes de couvrir les éléments qui sont détaillés ici. Et par la suite, on prendra, comme je l'indiquais, vos questions. On se gardera aussi un peu plus de temps pour le dessert, hein, c'est-à-dire les mesures gouvernementales qui ont été annoncées, 2 grandes mesures. La prestation canadienne d'urgence pour les employés, la subvention salariale pour les entreprises. Je sais, parce que le téléphone sonne énormément au cours des derniers jours, que c'est des programmes pour lesquels vous posez énormément de questions et je tenterai évidemment d'y répondre avec M. Giguère. Donc, allons-y sans plus tarder. Débutons par un état des lieux. Évidemment, vous le savez, là, les entreprises québécoises sont fermées au Québec au moins jusqu'au 13 avril 2020, sauf si vous êtes en mesure de démontrer que vous êtes un service essentiel. On verra ce que c'est, une activité prioritaire, un service essentiel. Mais premier commentaire, soyez certains, en tout cas, la boule de cristal de chacun peut valoir, là, mais à mon avis, que ce délai qui était prévu jusqu'au 13 avril va être prolongé. Hein. Vous avez entendu certainement dans les nouvelles comme moi que le pic de cette situation de crise est à venir. Donc, on peut aussi envisager que la période de fermeture des entreprises va être prolongée. Alors, pour le moment, si vous êtes un service essentiel ou une activité prioritaire, puis c'est intéressant l'évolution linguistique qu'on a pu voir auprès du gouvernement québécois, c'est-à-dire on a au départ parlé de services essentiels, maintenant on parle davantage d'activités prioritaires. On a une liste complète qui est disponible sur le site web du gouvernement du Québec. J'en ai ici identifié quelques-unes de ces activités prioritaires-là qui sont peut-être davantage susceptibles
de s'appliquer à vous. Fabrication et entretien pour le secteur de la défense, port et aéroport, évidemment, services d'entretien d'aéronefs et opérations aéronautiques essentielles dans le transport aérien, transport, entreposage et distribution de marchandises. Donc, chose certaine, si vous êtes dans ce secteur d'activité-là, vous pouvez maintenir vos activités et la présentation d'aujourd'hui portera aussi sur les entreprises qui doivent maintenir leurs activités et les défis que ça peut représenter. Je suis aussi conscient que certains des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ont peut-être dû fermer leurs entreprises temporairement et on parlera des mesures davantage applicables à cette situation-là dans un deuxième temps. Quelques commentaires sur les activités prioritaires. Un, les entreprises qui produisent des intrants ou des matières premières nécessaires, là, en français, ça veut dire les fournisseurs de services pour les activités prioritaires, doivent maintenir leurs activités en conséquence. Alors, ça a été une question qui a été énormément soulevée au départ. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la chaîne d'approvisionnement? Qu'est-ce qu'on fait des fournisseurs de services? Eh bien, c'est clair maintenant, le gouvernement le précise. Qui ne sont pas, elles, dans les services essentiels. Alors là, on a une possibilité de maintenir certaines opérations, mais au minimum. Ce sera le cas notamment des entreprises manufacturières, entre autres, qui ont besoin d'assurer le maintien de certains équipements, de la sécurité des lieux, etc. Alors, le gouvernement vous dit là aussi qu'il est possible de maintenir ces activités. Donc, pour les entreprises qui maintiennent leurs activités actuellement, ça vient avec certains devoirs, certaines obligations, et le principe fort qui entoure ces obligations-là, c'est le fait de maintenir et d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs. En fait, c'est pour ça que les entreprises du Québec sont actuellement un joueur aussi important dans les mesures de prévention puis de protection qui sont mises en place par le gouvernement du Québec. Évidemment, c'est des milieux de vie en soi, vous le savez, les entreprises. Et chaque employeur a cette obligation-là. Puis c'est une obligation qui est encore plus forte, évidemment, en temps de pandémie. Ce qu'on oublie parfois, par contre, c'est que les employés ont aussi cette obligation-là. Hein? Alors, on ne peut pas se déresponsabiliser comme employé. On a aussi un rôle. Puis dans ce rôle et dans ce corollaire-là, qui est la responsabilité aussi d'assurer sa propre sécurité et celle de ses collègues, il y a celui de collaborer. Collaborer à la mise en place des mesures de prévention, puis collaborer au respect des mesures de prévention. Puis on reviendra un petit peu là-dessus un peu plus loin. Alors, c'est évident qu'à ce moment-ci, si vous avez encore des opérations en cours, les règles et les mesures de prévention doivent être excessivement strictes. Je dirais qu'à l'heure actuelle, le maintien des opérations, c'est un privilège qui est accordé par le gouvernement du Québec. Et ce privilège-là vient avec un devoir qui est excessivement important, puis de s'assurer de respecter l'ensemble des recommandations qui sont formulées. En termes concrets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien des entreprises, en fait peut-être partie, ont dû adapter leur méthode de travail. Alors, les gens qui travaillaient, par exemple, en entrepôt et qui devaient travailler de concert avec d'autres collègues, parfois à moins de 2 mètres, bien, vous avez vu bien des entreprises adapter leur méthode de travail pour s'assurer que ce fameux 2 mètres-là soit respecté. Je vous dirais qu'à l'heure actuelle, une entreprise qui opère toujours devrait être en mesure de respecter cette règle-là, c'est-à-dire que l'ensemble de vos employés doivent se trouver à plus de 2 mètres les uns des autres, sauf évidemment en cas d'urgence, si la santé ou la sécurité de quelqu'un d'autre est en jeu, ou si, évidemment, il y a des enjeux de sécurité des équipements, par exemple. Mais à défaut, c'est véritablement une règle d'art qui devrait être respectée par tous. L'autre point que je voulais adresser là-dessus, c'est évidemment que la situation actuelle, elle a beaucoup évolué, vous le savez, et elle évoluera encore. Hein. Je vous ai parlé du pic tout à l'heure qui, selon les experts, va arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alors, on peut envisager, puis on le sent dans le ton du gouvernement actuellement, c'est assez clair, qu'il y a des mesures encore plus importantes qui vont être mises en place. Alors, à mon sens, là, actuellement, chaque entreprise qui fonctionne toujours devrait avoir dans sa poche arrière un plan de contingence très clair, ou si des mesures plus drastiques étaient prises, on serait prêt à réagir, soit pour réduire encore davantage les activités, et soit même pour y mettre fin totalement. Et ça veut dire identifier les employés clés dont vous avez besoin pour cesser les activités, vous assurer de valider ce dont vous auriez besoin pour assurer la protection de vos équipements, etc., pour être bien certain que si des mesures encore plus drastiques que celles qui sont mises en place actuellement étaient émises, vous pourriez réagir promptement. Bon, on a parlé des mesures préventives. Vous en avez énormément entendu parler, j'en suis persuadé. Alors, je passerai plus rapidement sur celle-ci, mais je vous parlais des nouvelles méthodes de travail actuellement. Ça, pour moi, c'est impératif. Chaque méthode devrait être
regarder, observer pour s'assurer d'être en conformité avec les recommandations. Il devrait aussi, dans vos établissements qui sont toujours en fonction, avoir un protocole très, très clair de détection des symptômes. Le principal point d'attaque pour prévenir la contamination, c'est de détecter les symptômes parce que par la suite, si vous laissez les gens avec des symptômes dans les milieux de travail, bien évidemment, il est normalement puis souvent trop tard. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place des questionnaires à l'entrée. Certains ont même mis en place la prise de température. C'est un sujet dont vous voudrez discuter dans la période de questions. Alors, c'est évident, à mon avis, qu'il doit y avoir au moins une barrière à l'entrée pour s'assurer de vérifier s'il existe des symptômes, et aussi d'avoir des mesures de contrôle très, 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 très fortes de vos mesures de prévention. Alors, c'est bien d'émettre des mesures de prévention, mais s'il n'y a personne qui regarde si elles sont appliquées, à mon avis, vous faites aussi défaut de respecter votre obligation d'assurer la santé et la sécurité. Dernier point là-dessus, il faudrait aussi, à mon sens, avoir une approche très proactive avec vos employés à risque. Certains qui ont des conditions médicales particulières, vous le savez, vous avez peut-être un bureau de santé ou encore de la documentation qui, au fil du temps, a été fournie, attentifs. Aussi des travailleurs âgés, 70 ans et plus, avec qui vous pouvez certainement avoir une approche qui va permettre de renforcer les mesures préventives ou voire même les retirer du milieu de travail s'ils peuvent être exposés à des dangers. Un employeur responsable aura aussi ces éléments-là à l'esprit. OK. Bon, écoute, non. Oui. Ouais. Pardon? Alors, on avait quelqu'un qui voulait discuter avec moi, mais qui a disparu. Bon, l'autre élément dont je souhaitais discuter avec vous aujourd'hui aussi, c'est, puis je pense que ça, on va y faire face de plus en plus, c'est la contamination dans votre milieu de travail. Alors, qu'est-ce qu'on fait si un cas de la COVID-19 s'installe chez nous, auprès de nos employés? Quelques recommandations de base. En fait, la plupart des entreprises actuellement ont un protocole d'intervention qui est prêt. Et je souhaite que s'il est prêt, il soit aussi connu puis communiqué à vos gestionnaires parce que, évidemment, dans un défi comme celui-là, le défi, c'est aussi d'assurer une communication qui est efficace. Ça peut paraître évident, mais refuser l'accès à l'établissement de façon immédiate à la personne qui est diagnostiquée. Puis je vous dirais même à la personne dont vous savez qu'elle est en attente d'un diagnostic. Et même si votre protocole de reconnaissance des symptômes a été bien appliqué, vous allez avoir détecté ça au départ, quand il y aura eu des symptômes. Donc, le plus tôt la personne qui a des symptômes ou qui a potentiellement la maladie est isolée, le mieux ce sera pour protéger votre milieu de travail d'une éventuelle contamination. Par la suite, c'est mener une enquête complète pour identifier évidemment les individus avec qui la personne a été ou non en contact, puis les endroits qu'elle a fréquentés. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans certains endroits, c'est que la santé publique a été ultra proactive pour accompagner les employeurs dans cette enquête-là. Donc, eux-mêmes ont identifié à certains égards les gens qui avaient été côtoyés, les lieux qui avaient été fréquentés, fournissent même l'information à l'employeur. Donc, c'est un outil que vous avez, là, si la santé publique vous contacte, communique avec vous. Et sinon, c'est aussi votre rôle de le faire pour vous assurer de pouvoir, évidemment, retirer les gens qui ont été en contact de proximité avec les personnes qui ont été diagnostiquées et avoir les protocoles de nettoyage aussi qui sont en place pour les endroits qui ont été fréquentés. Alors, mise en quarantaine obligatoire pour les gens aussi qui ont été en contact, je disais, de proximité. Évidemment, ça devient l'exercice du jugement, là. C'est-à-dire que ce qu'on voit des mesures sanitaires en place, c'est ce qu'on recommande, c'est que les gens qui ont été en contact rapproché avec une personne diagnostiquée devraient s'isoler pour une période de 14 jours. Et là, faire ensuite la balance du niveau de mesures nécessaires pour faire face à la situation, avec certainement du nettoyage, peut-être même une fermeture temporaire le temps de calmer le jeu et de pouvoir vous assurer que le milieu est sécuritaire. Question qu'on se fait énormément poser, c'est est-ce qu'on doit communiquer à tous le fait qu'il y a une personne diagnostiquée dans le milieu de travail? Ma recommandation, c'est oui. Pourquoi? Parce qu'on est encore au début, ou en tout cas peut-être dans le milieu de cette crise-ci, et c'est une crise qui va laisser des traces à long terme. Alors, un employeur proactif qui communique et qui est transparent va maintenir le lien de confiance avec ses employés. Si vous perdez ce lien de confiance-là au début de la crise, alors qu'il y a bien des décisions difficiles qui ont été prises ou qui s'en viennent, et il y a des conséquences de cette crise-là qui se font sentir encore longtemps, eh bien, vous allez en ressentir les effets négatifs aussi encore longtemps. Dernier point là-dessus, est-ce qu'on doit nommer ou identifier la personne qui a été diagnostiquée? Évidemment, l'identification d'un employé qui a été diagnostiqué, c'est un renseignement personnel, à notre avis.
confidentiel et donc son identité ne devrait être communiquée que s'il est nécessaire de le faire. Alors évidemment, si vous faites enquête et que vous vérifiez auprès du supérieur immédiat de la personne avec qui elle a ou non été en contact, ça peut être pertinent, voire nécessaire, d'identifier la personne. Mais c'est certainement pas, à mon sens, nécessaire d'identifier cette personne auprès de l'ensemble de vos employés. Parce que, bon, il y a plusieurs risques. Un risque de panique, hein, c'est-à-dire ça peut entraîner énormément de questions et de sous-questions, et aussi risque de stressisation de la personne qui a été diagnostiquée, sans compter le risque légal pur et simple, c'est-à-dire qu'on serait en violation à ce moment-là des lois applicables. On me pose aussi énormément de questions à savoir si l'on peut refuser comme employé de travailler dans un contexte comme celui-ci. Vous avez peut-être fait face à des refus de travail, directs ou indirectement. Et il y a quelques commentaires importants là-dessus. Un, le risque de contagion, ce n'est pas en soi un motif pour refuser de travailler. Parce qu'évidemment, actuellement, il n'y aurait plus d'employés dans nos hôpitaux, dans nos dépanneurs, dans nos épiceries. Alors, la simple crainte subjective qu'il y ait contamination n'est pas suffisant. Et de ce que l'on voit jusqu'à maintenant, les organismes responsables voient les choses à peu près de la même façon. Par contre, là où un refus de travail pourrait devenir légitime, ou en tout cas où il pourrait y avoir des fondements pour un employé d'aller de l'avant avec un refus de travail, c'est s'il y a des éléments objectivables dans le milieu de travail qui font craindre pour la santé et la sécurité. Alors, un employeur qui, à ce stade-ci, j'aime croire qu'il n'y en a pas, là, mais un employeur qui, à ce stade-ci, n'aurait pas pris aucune mesure de prévention pour assurer la santé et la sécurité de ces gens, s'y met à risque. Un employeur qui tolère des gens avec des symptômes se met à risque. Un employeur qui tolère des gens avec le diagnostic ou qui revient trop vite après un diagnostic, ou encore même qui n'impose pas des quarantaines à des gens qui ont été en contact avec une personne diagnostiquée, pourrait aussi se mettre à risque. Donc, ça vient renforcer l'idée que vos mesures de prévention doivent être strictes et contrôlées. Et si elles le sont, bien, ça vous met en très bonne position pour expliquer à vos employés que, comme activité prioritaire ou essentielle, vous devez maintenir vos opérations et vous avez besoin de leur concours pour le faire. Donc, tout ça nous mène à se poser la question, mais si quelqu'un, néanmoins, me demande de ne pas se présenter au travail parce qu'il craint pour sa santé et sa sécurité, moi, j'appelle ça des droits de refus indirects. Là, on en voit beaucoup, des mises en quarantaine volontaires, sans rémunération. Écoutez, c'est certain que dans un cas de crise là, exceptionnel, on va avoir ou privilégier, puis moi, c'est ce que je vous recommande, une approche qui va être peut-être plus flexible, mais ça demeure néanmoins une absence qui serait par ailleurs injustifiée. Donc, je pense qu'il faut y aller avec la communication, le renforcement positif, l'explication, le réconfort avec les mesures préventives. Mais ultimement, évidemment, si des situations plus complexes ou, disons, moins faciles devaient se présenter, on peut se rappeler qu'il s'agirait d'une absence qui serait injustifiée. On me parle aussi beaucoup des mesures de soutien. Vous avez peut-être réfléchi à ça aussi de votre côté. Mettre en place des primes, des bonus, remboursement de frais de repas, de frais de stationnement, etc. Ce sont des idées qui sont mises de l'avant actuellement. Évidemment, d'un point de vue pratique, c'est des bonnes mesures à mettre en place pour vous assurer de la présence de vos gens. Mais c'est là où il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ces mesures-là soient considérées ou interprétées comme favorisant le présentéisme au travail de gens qui, par ailleurs, ne devraient pas y être parce qu'ils ont des symptômes ou parce qu'ils ont été en contact avec des gens qui ont la maladie. Donc, il faut toujours, à mon sens, qu'un employeur diligent regarde les mesures de soutien qu'il met en place à la lumière de ses obligations en matière de santé et de sécurité. Rapidement, la COVID-19, est-ce que ça peut être une lésion professionnelle? Évidemment, les employeurs s'interrogent énormément sur cette question-là. La réponse facile, ce serait de vous dire que ce n'est pas exclu. C'est-à-dire que dans les précédents en matière de maladies du même type, s'il peut en exister, mais disons de raisonnement qui pourrait être similaire, c'est-à-dire une maladie qui peut être attrapée par le biais du contact d'un autre être humain. Il y a des cas recensés où on a reconnu qu'il s'agissait d'une lésion professionnelle. Maintenant, il faut démontrer le lien avec le milieu de travail, et ça, c'est pas nécessairement simple. Évidemment, vous voyez le nombre de cas, vous voyez la situation pandémique internationale, la contamination et la contagion peut être partout. Donc, ce n'est pas nécessairement une démonstration qui est simple à faire. Et ça m'amène à vous dire de façon pratique que si vous avez une telle réclamation dans vos milieux de travail, faites une enquête approfondie, comme si c'était une enquête d'accident normal.
tentant de comprendre la personne, ses mouvements, etc., pour pouvoir documenter ultimement une contestation où on pourrait soutenir que la contamination ne pouvait pas venir du milieu de travail. Bon, maintenant, on tombe dans la seconde partie de la présentation, c'est-à-dire que fait-on si nous avons une réduction de nos activités? Ça, c'est davantage pour les employeurs qui en subissent les contre-coups financiers et ou qui ont dû fermer leurs établissements. Est-ce qu'on peut, travail à distance, évidemment, je pense que bien les employeurs s'y sont mis, là, je ne vous apprendrai rien, mais est-ce qu'on peut forcer les employés à le faire? La réponse simple, c'est oui, surtout de façon temporaire dans un contexte comme celui-ci. Mise à pied temporaire maintenant. Évidemment, la mise à pied temporaire, c'est un outil. Donc, c'est important de rappeler que la mise à pied temporaire ne met pas fin à l'emploi. Hein. C'est véritablement la suspension de la prestation de travail pendant un certain temps, jusqu'à 6 mois si vous êtes une entreprise de juridiction provinciale, entre 3 et 6 mois, avec certaines exceptions si vous êtes assujetti au Code canadien du travail, sans obligation de fournir un préavis, sans indemnité. Et ce n'est pas un licenciement collectif. Hein. Si vous faites des mises à pied massives actuellement et qu'elles sont temporaires, ce n'est pas à ce stade-ci considéré comme un licenciement collectif. Ça pourrait le devenir si les mesures devenaient permanentes, mais tant qu'elles demeurent temporaires et dans les délais discutés, ce n'est pas un licenciement collectif. Maintenant, réduction du nombre d'heures de travail, c'est aussi une possibilité. Est-ce qu'un employé peut refuser une réduction du nombre d'heures de travail ou même exiger une mise à pied? Techniquement, à l'heure actuelle, si vous prenez des mesures qui demeurent temporaires et exceptionnelles compte tenu de la situation, à mon sens, là, vous pouvez certainement imposer un certain nombre d'heures réduites, en sachant que normalement, dans une situation là, usuelle, on pourrait parler de risque de congédiement déguisé. Mais dans ce cas-ci, et comme mesure qui vise à pallier à des mises à pied, je pense que c'est certainement une option. Maintenant, les réductions salariales, beaucoup d'entreprises nous posent la question, est-ce qu'on peut imposer des réductions salariales? Encore une fois, c'est la même question. Est-ce que ça s'agirait d'une modification à vos conditions d'emploi qui serait substantielle? La réponse, normalement, ce serait oui, il y aurait des risques. Mais à l'heure actuelle, encore une fois, s'il s'agit de mesures qui sont proportionnelles, qui sont temporaires et qui visent à vous sortir de la crise, c'est certainement des mesures que vous pouvez envisager en n'oubliant jamais qu'il faut demeurer le plus raisonnable possible dans l'approche. Bon, on parle finalement, je regarde le temps des 2 derniers programmes gouvernementaux qui ont été annoncés. Je pense que ça vaut la peine qu'on se penche sur ces 2 programmes. Là, ils sont bien distincts, hein? C'est-à-dire qu'il existe un programme pour les employés et un programme pour les entreprises. Débutons pour la situation des salariés. Alors, la prestation d'urgence du Canada, vous l'avez certainement vu dans les médias, mais un montant de 2 000 par mois qui est imposable. Il y a eu de la confusion au départ, là, mais là, ça a été clarifié. C'est une somme qui est imposable pendant un maximum de 4 mois. La première condition, puis c'est peut-être la condition la plus importante, il faut que l'employé ait perdu involontairement son emploi. Alors, on parlait tantôt des cas de mise en quarantaine volontaire là, ou à l'initiative de l'employé. Ce n'est pas une situation qui permettrait ou donnerait ouverture à la prestation d'urgence. Donc, il faut véritablement qu'on parle d'un cas de mise à pied temporaire ou d'un cas de maladie où la personne deviendrait inapte à faire son emploi, mais ce doit être involontaire et en lien avec la COVID-19. Les autres conditions, avoir plus de 15 ans et avoir gagné au moins 5 000 $ en 2019 ou dans les 12 derniers mois. Donc, évidemment, ça élargit le spectre et le nombre d'employés qui pourront être admissibles. Et ne pas recevoir d'autres revenus pendant l'absence, incluant l'assurance emploi. Donc, ça m'amène à vous parler de l'espèce de cohabitation entre le programme d'assurance emploi usuel et la prestation d'urgence du Canada. Évidemment, si vous avez déjà de l'assurance emploi et pour vos employés et qu'ils ont été reconnus, la demande a été traitée, etc., c'est ce programme-là, ce régime-là qui va se poursuivre. Et si vous avez des employés qui ont des demandes en cours, elles seront automatiquement traitées par le programme de la prestation d'urgence du Canada et ce sera des montants prévus à la prestation d'urgence qui vont être versés, non pas ceux de l'assurance emploi. On nous indique que les versements devraient débuter au plus tard 10 jours après la présentation de la demande et les demandes vont débuter ce lundi. Le gouvernement a mis en place un système, et peut-être que M. Giguère pourra nous en dire davantage, mais où les gens, par mois d'anniversaire
pourront formuler leurs demandes afin de ne pas trop engorger le système, parce qu'évidemment, c'est des problèmes pour l'appareil gouvernemental. C'est aussi des problèmes importants pour les entreprises et les salariés. À l'heure actuelle, le système est engorgé, très difficile d'obtenir des suivis, puis c'est tout à fait normal et légitime. Là. Mais donc, pour pallier à ça, le gouvernement a mis en place une séquence qui, espérons-le, va permettre de désengorger le système. Un programme qui va être en place du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. Donc, c'est rétroactif, ça c'est très important, c'est-à-dire que les gens qui ont perdu leur emploi temporairement avant le 15 mars ou au 15 mars vont pouvoir rétroactivement recevoir les prestations. Et ça couvrira aussi pour le futur une bonne portion du temps pour, évidemment, les conséquences ultérieures qui arriveront, parce que je pense que si on est tous clairvoyants, on sait que la situation ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. Alors ça, c'est pour la prestation d'urgence du Canada et pour les employés. Maintenant, le programme des subventions salariales aux entreprises, ça, c'était attendu. C'était très attendu et M. Giguère nous le dira tout à l'heure, mais évidemment, il reste encore énormément de détails à peaufiner, à clarifier. Mais ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que les entreprises, sans égard à leur taille, qui sont en mesure de démontrer qu'on a perdu 30 % des revenus en comparaison avec la même période l'an dernier, pourront être admissibles à des prestations qui vont être jusqu'à 75 % du salaire des employés pour un maximum de 58 700 $. Alors, c'est évidemment gigantesque, c'est un pas important pour soutenir les entreprises. Maintenant, il y a certaines questions, c'est entre autres quand. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que le système va être en place d'ici 3 à 6 semaines, que les demandes pourront à ce moment-là être formulées et que les paiements vont suivre par la suite, mais que c'est rétroactif. Donc, aussi au 15 mars 2020, pour les entreprises qui sont en mesure de démontrer qu'elles ont subi des pertes significatives au-delà de 30 %. Et ce programme-là ne sera pas superposable aux autres programmes. Donc, évidemment, vos employés qui sont mis à pied temporairement et qui reçoivent la prestation canadienne d'urgence ou l'assurance-emploi ne pourront par ailleurs être payés par vous et une subvention ne pourra être versée pour leur salaire. Alors, c'est l'un ou c'est l'autre. Ça amène certains défis au niveau pratique parce que plusieurs entreprises actuellement ont des employés qui sont en mise à pied temporaire. Alors, il faudra, pour les employés que vous voulez effectivement payer et pour lesquels vous voulez obtenir la subvention, procéder à des rappels de vos employés. Et là, on pourra se poser la question pendant la période, puis on pourra échanger avec M. Giguère là-dessus. Là, c'est-à-dire que est-ce qu'on parle dans le fond de rappels fictifs, là, entre autres pour les entreprises qui sont fermées actuellement ou là où il n'y a pas de travail, purement et simplement pour les travailleurs. Alors, évidemment, comme il n'y a pas de superposabilité entre les programmes, il faudra faire des choix. Je le disais, la date des premiers paiements demeure inconnue et incertaine. Évidemment, on espère que ce sera le plus rapidement possible. Il y a bien des gens dans les départements des finances et de comptabilité des entreprises qui vont attendre ce moment-là avec impatience. Il y aura aussi une exigence d'appliquer de nouveau à chaque mois. Alors, le gouvernement a défini des périodes et pour ces périodes-là, il faudra faire une demande pour chacune d'entre elles et redémontrer que l'on se qualifie aux critères d'admissibilité, entre autres que la réduction de 30 % des revenus quand on le compare à la situation de l'année précédente. Donc, là aussi, il y aura certaines contraintes administratives là, pour lesquelles il faudra s'assurer de respecter vos obligations. Et enfin, bien évidemment, il y a beaucoup de craintes d'un niveau de tirer profit de cette situation-là et du programme qui est mis en place. Le gouvernement a été très clair qu'il y aurait un système de vérification musclé, qu'il y aurait des pénalités importantes à prévoir. On n'a pas exclu l'emprisonnement comme pénalité ultime. Alors, c'est la démonstration, je pense, du sérieux que le gouvernement fédéral place en cette question-là. Et ces détails ne sont pas connus pour le moment. Ils le seront connus, on l'espère, aussitôt que possible. Mais il s'agit évidemment d'un pas de géant, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et qui permettra certainement à des entreprises de prendre des avenues qui jusqu'à maintenant n'étaient pas envisagées, mais qui pourront l'être. Alors voilà, ça termine. Évidemment, je suis conscient que beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets qui ont été abordés. Là, on a fait ça en une trentaine de minutes. On voulait
se laisser suffisamment de temps pour répondre à vos questions. Je suis persuadé qu'il y en a énormément. Et peut-être que je peux prendre un instant pour vous présenter M. Mathieu Giguère, qui est conseiller principal en innovation au gouvernement du Canada. Peut-être, Mathieu, nous dire quelques mots sur les programmes ou en fait, peut-être vous introduire et puis par la suite, on pourra passer à la période de questions. Oui, bon, merci, M. Lallier. Donc, bonjour à tous. Écoutez, j'ai été un petit peu sollicité à brûle-pourpoint pour venir vous parler ou essayer d'expliquer certains des programmes qui ont été annoncés par le gouvernement fédéral. Je vais essayer de répondre à vos questions du mieux que je peux. Encore une fois, comme M. Lallier l'a dit un peu plus tôt, là, les programmes, surtout la subvention salariale de 75 vient d'être annoncé. Il y a encore beaucoup de détails à peaufiner. C'est le genre de programme qui prend des années à designer dans la réalité. Mais ici, ça a été fait en quelques jours. Donc, soyez indulgents un petit peu à mon égard. C'est sûr et certain que si jamais vous avez des questions auxquelles je ne suis pas en mesure de répondre aujourd'hui, en fait, Aéro Montréal pourra me les faire parvenir par écrit, puis on essaiera d'y répondre par écrit par la suite du mieux possible pour vous arriver avec de bonnes réponses, des réponses précises à vos questions. J'en ai peut-être une première pour vous avant qu'on ouvre la porte aux questions venant du public, mais est-ce que l'on sait ou est-ce qu'on peut anticiper le délai attendu pour les paiements? Parce qu'on comprend que c'est 3 à 6 semaines pour les demandes d'admissibilité. Ça, c'est très clair dans les communications gouvernementales. Mais beaucoup d'entreprises se questionnent, là, est-ce qu'on sait à quel moment les chèques, si on peut s'exprimer de cette façon-là, vont être versés par le gouvernement directement aux entreprises? Ce qui est prévu, en fait, c'est vraiment ces 6 semaines. Dans le fond, les chèques devraient arriver à la mi-mai. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu comme scénario, là. C'est ce qui est envisagé pour l'instant. Donc, un traitement relativement rapide dès lors que le formulaire va être disponible. Oui, dans la mesure du possible, les gens vont... ça travaille fort, je vous dirais. Donc, vraiment, c'est l'idée. Les messages, je pense, ont été bien entendus. C'est un programme qui fait suite à la subvention salariale de 10 qui avait été annoncée initialement. Le gouvernement a quand même compris que ce n'était pas suffisant dans le cadre actuel de la situation. Et puis, vraiment, ont adapté, ou du moins ont sorti un nouveau programme qui pourrait être en mesure de mieux répondre aux besoins des entreprises. On peut peut-être passer maintenant aux questions qui vont être soumises par, je ne sais pas si on doit vous appeler nos auditeurs ou nos web auditeurs, mais par les gens qui assistent au webinaire aujourd'hui. Oui, bonjour. Donc, on a déjà reçu plusieurs questions via le chat. Je vais passer à travers chaque question. Et par la suite, j'invite les gens qui ont encore des questions à poser d'y aller directement une fois qu'on aurait passé à travers les questions déjà écrites. Donc, la première question, que fait-on si un employé âgé ou à la santé fragile insiste pour venir travailler? En fait, c'est pas proscrit pour un employé âgé de travailler. Par contre, ce que je dis et réitère, c'est que ça devrait être dans des conditions de santé et de sécurité qui sont quasi parfaites, là. Je vous donne un exemple. Évidemment, j'ai beaucoup plus de difficultés à envisager le maintien à l'emploi de quelqu'un de 70 ans et plus qui est en contact, même si on tente de respecter la mesure du 2 mètres avec le public en général. C'est beaucoup plus difficile parce qu'évidemment, cette personne-là étant à risque, ça rend les choses un peu plus complexes. Par contre, on peut envisager une personne dans un milieu manufacturier où on peut très bien isoler, là, vous me permettrez l'expression, dans le milieu de travail, la personne pour ne pas l'exposer. Alors, moi, je vous dirais, donc, si on résume, tenter de voir s'il est possible d'aménager le lieu de travail pour protéger la santé et la sécurité de cette personne-là. Et à défaut, ben, à ce moment-là, c'est d'un retrait que l'on qualifiera de préventif pour assurer sa santé et sa sécurité. Merci. Donc, prochaine question. Si quelqu'un a une demande d'assurance emploi, est-ce qu'il est possible de l'arrêter et de continuer avec le PCU s'il reçoit plus? Cette personne-là ne devrait pas arrêter sa demande d'assurance emploi qui est actuellement en traitement parce qu'elle sera déférée vers le nouveau système de la prestation canadienne d'urgence et elle va être traitée avec les modalités de la prestation canadienne d'urgence. Maintenant, si la personne a déjà été acceptée à l'assurance emploi, ben à ce moment-là, elle doit techniquement expirer la période d'assurance emploi et par la suite, elle pourra être éligible, admissible à la prestation canadienne d'urgence. Prochaine question. Pouvons-nous mettre en place des primes
tout en ayant fait une mise à pied temporaire à plus de la moitié du personnel, même à ceux qui pouvaient continuer le travail à distance? Bon, dans la vie, il y a des réponses légales et pratiques. Évidemment, c'est sûr que si votre entreprise a dû effectuer des coupes importantes de son personnel, c'est peut-être plus difficile de justifier auprès des employés qu'elle verse par ailleurs des primes aux employés qui sont toujours présents au travail. Ceci étant dit, il peut y avoir des circonstances où le maintien des opérations essentielles se fait uniquement par un certain nombre d'employés, puis évidemment que l'on veuille reconnaître le travail de ces gens-là. Donc, est-ce qu'on doit l'exclure? Non, mais je vous dirais que si vous avez plusieurs employés en mise à pied, ayez un bon plan de communication, soyez en mesure de vous expliquer, soyez prêts à répondre aux questions de vos employés qui vont dire, écoutez, je ne peux pas croire que moi, je me retrouve en mise à pied, mais que je vois mon collègue qui, lui, a le bénéfice de pouvoir maintenir son salaire en plus d'une prime. Alors, je pense vraiment qu'il y a une question aussi de perspective et de vous assurer d'être efficace en matière de communication. Merci. Prochaine question. Est-ce que les employés qui ont arrêté de travailler parce qu'ils devaient rester à la maison pour s'occuper des enfants auront droit à la prestation du PCU? Techniquement, non. Puis, M. Giguère, vous pouvez me corriger si je me trompe, mais c'est-à-dire que si c'est une absence volontaire, c'est-à-dire que là, c'est pas parce que votre employeur vous demande de rester à la maison pour des motifs économiques ou de santé, la prestation canadienne d'urgence ne s'appliquerait pas. C'est plutôt à ce moment-là les congés, entre autres, prévus par la loi pour les obligations familiales qui vont avoir préséance. Prochaine question. Les employés peuvent-ils toujours être indemnisés s'ils ont perdu 5 à 6 jours de travail? Par exemple, nous avons fermé pendant 5 jours et nous avons alors découvert que nous étions essentiels. Non. La prestation canadienne d'urgence va être payable uniquement à partir de 14 jours non travaillés. Très bien. Prochaine question. J'avais entendu dire par M. Trudeau, c'était soit PCU ou la subvention salariale. Est-ce que c'est toujours le cas? Je vais laisser M. Giguère répondre à celle-ci. En fait, la subvention salariale, ça va s'appliquer sur les employés actuels des entreprises. Donc, c'est important de garder ça en tête, là. Donc, le lien avec la prestation canadienne d'urgence est un peu, à mon sens, ça ne va pas très bien ensemble, là. Donc, il doit y avoir un arrêt de travail pour obtenir le PCU. Et puis, en fait, la subvention salariale est vraiment pour les employés actuels, mais en fonction de la rémunération avant le 15 mars. C'est aussi ma compréhension, en fait. C'est des programmes qui sont non superposables. Alors, soit vous recevez comme employé votre salaire de la part de votre employeur qui, lui, ultimement, va bénéficier de la subvention salariale, soit vous ne recevez plus de salaire pendant plus de 14 jours, et là, vous vous retrouvez dans une situation où vous pouvez bénéficier de la prestation canadienne d'urgence. Merci. Prochaine question. Est-ce que je risque de perdre des employés en cessation d'emploi temporaire qui s'en iraient travailler ailleurs? En fait, comme je disais tantôt, il y a des réponses des fois pratiques et légales. C'est évident qu'on n'est jamais à l'abri de départ d'employés qui sont en mise à pied temporaire. Ils n'ont pas d'obligation ou pas plus d'obligations qu'ils en avaient avant, c'est-à-dire qu'ils peuvent toujours démissionner en tout temps. Dans le marché actuel, évidemment, les choses sont plus difficiles là, en matière de recrutement et d'embauche. Donc, j'ai l'impression que si vous traitez bien vos employés, vous communiquez efficacement, vous avez une stratégie de rétention, vous en subirez peut-être pas trop les contre-coups. Prochaine question. Est-ce qu'un employé en cessation d'emploi temporaire peut tout de même répondre à ses courriels de la maison? C'est une bonne question, celle-là. En fait, techniquement, si je vous donne la réponse légale pure, un employé qui est en mise à pied temporaire, sa prestation de travail est suspendue. C'est-à-dire que vous cessez de payer le salaire, donc la contrepartie, c'est que le travail lui-même arrête également. Alors, à partir de cette prémisse-là, techniquement, on ne peut pas exiger d'un employé qu'il réponde à ses courriels et qu'il fasse ses suivis. En pratique, est-ce que certains employés voudront ou pourront le faire dans des cas d'urgence ou dans des cas spécifiques? C'est certain que ça peut arriver, mais je vous dirais qu'il n'y a certainement aucune obligation de le faire pour un employé. Merci. Prochaine question. Un employeur peut-il recevoir la subvention s'il lance également le programme de travail partagé? Ça, c'est une bonne question. Oui, c'est effectivement une bonne question auquel, malheureusement, je n'ai pas de réponse formelle à vous dire. C'est sûr et certain, là, si on prend un petit pas de recul, l'idée de la subvention salariale puis du travail partagé, c'est pas pour faire du double dipping. Pardonnez-moi mon anglicisme. Là. Mais en fait,
je ne sais pas si dans certaines situations, ça peut s'appliquer ou pas. Donc, ça, cet aspect-là est déjà en vérification. Là. Puis, dans le fond, on pourra vous revenir avec une réponse un peu plus formelle ultérieurement. En fait, ça m'amène peut-être à vous poser une seconde question qui est accessoire à celle-ci. C'est des employeurs qui auraient réduit le nombre d'heures par semaine et qui verseraient maintenant un pourcentage X du salaire des employés. Ma compréhension, c'est qu'ils pourront bénéficier de la subvention salariale, mais sur le salaire nouvellement versé compte tenu des réductions temporaires d'heures qui sont effectuées. Ouais. Est-ce que ma compréhension est la bonne? Ben, c'est la même compréhension que j'ai. Je n'ai pas non plus de réponse super formelle à formuler, mais c'est sûr et certain que le gouvernement encourage à ce que les employeurs versent 100% du salaire, bien que la subvention couvre uniquement 75%. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui les oblige à le faire formellement. Merci. Merci. Prochaine question. Comment aider nos employés de plus de 70 ans à recevoir un salaire si nous ne sommes pas admissibles à la subvention? La prestation canadienne d'urgence. Alors, évidemment, si vous prenez la décision comme employeur de demander à votre employé de 70 ans et plus, à titre de mesure préventive de santé et de sécurité, de s'isoler et donc de ne plus travailler, ce sera un arrêt de travail involontaire. Alors, à ce moment-là, cet employé-là va se qualifier, à première vue du moins, à la prestation canadienne d'urgence et pourra toucher 2 000 $ par mois pendant une durée de 4 mois. J'ajouterais peut-être un petit élément aussi. Si les entreprises ne sont pas nécessairement admissibles à la subvention salariale de 75%, par contre, elles peuvent peut-être l'être à la subvention salariale de 10% qui avait été annoncée précédemment. Là, c'est important de garder en tête que ces deux prestations-là ne peuvent pas être superposées. Encore une fois, là, si jamais vous appliquez sur celle de 10%, ça va venir réduire la subvention salariale de 75%, mais ça peut être une façon d'avoir une subvention salariale, en fait, pour les employés en question, si ça s'applique. Merci. Prochaine question. Est-ce que le 6 semaines de délai avant de recevoir l'argent pour le 75% pour les entreprises est encore en vigueur? Ben, en fait, je vais répondre à M. Giguère parce que je vais le protéger. Je ne veux pas qu'il prenne des engagements qu'il ne sera pas en mesure de rencontrer. Mais ce que j'ai compris, c'est que, évidemment, l'objectif, c'est de faire les versements dans les 6 semaines. Donc, grosso modo, très rapidement, une fois que le formulaire de demande sera disponible. Maintenant, je n'ai pas entendu, moi, d'engagement formel en ce sens-là. Je pense que la machine gouvernementale actuellement fait son possible. Alors, j'ai compris de votre réponse, M. Giguère, que c'était ça le scénario. Là. Son réalisme reste peut-être à confirmer, mais que c'est ce sur quoi vous planchez actuellement. Exact. C'est ce qui est visé. Voilà. Merci. Prochaine question. Est-ce qu'on connaît l'échéance des dates pour le traitement assurance-emploi versus le programme PCU? C'est-à-dire qu'à partir de lundi, la PCU va être disponible. Je vous invite à consulter le site web du gouvernement fédéral pour déterminer selon le mois d'anniversaire à quel jour on s'attend de vous que vous fassiez votre demande. À ma connaissance, ça a été divisé en 4 ou 5 journées là, avec des mois bien précis. Et à partir de là, ce qu'on dit, c'est que les versements vont être faits dans les 10 jours qui vont suivre. Merci. Prochaine question. Est-ce que quelqu'un qui a déjà fait la demande sur le site pour prestation doit soumettre une nouvelle application à partir de la semaine prochaine? Ma compréhension, c'est que la personne n'a pas été en mesure jusqu'à maintenant de faire une demande. Elle a pu se préparer en ouvrant son dossier auprès de l'Agence du revenu, mais une demande formelle n'a pu être transmise à la PCU parce que le formulaire sera uniquement disponible à compter lundi prochain. Mais là encore, M. Giguère, si je me suis trompé, vous êtes invité à me corriger sans aucun problème. Non, je pense que vous avez raison. Merci. Prochaine question. J'imagine que les crédits RSDE seront amputés des subventions salariales reçues. Sinon, ce serait vraiment payant de faire de la R&D. Oui, effectivement, en fait, quand on fait une demande de crédit d'impôt à la RSDE, il faut déduire les aides reçues. Donc, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est cumulable, effectivement. Si, prochaine question. Pas de subvention salariale si on reçoit déjà des sommes du public. Nous avons un prêt avec la BDC et DEC. J'imagine que ceci n'est pas un obstacle pour recevoir la subvention salariale?
Ça, c'est à confirmer, là. C'est sûr que, en fait, je pense que l'idée qu'il y avait derrière, c'est vraiment de ne pas cumuler les aides en lien avec la COVID-19. Mais écoutez, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui reçoivent des aides gouvernementales sous quelque forme. Et puis, je ne vois pas personnellement comment est-ce que ça pourrait les limiter à avoir accès à la subvention salariale. Parce que je dirais même que dans les critères d'admissibilité qui ont été communiqués, c'est véritablement la perte de revenus qui semble être l'élément fondamental. À partir de là, la source, la source du financement comme tel ne semble pas avoir été invoquée, du moins à l'heure actuelle, par le ministère des Finances. Merci. Prochaine question. Est-ce que 100% des employés doivent être sur le programme de 75%? Ma compréhension, c'est que non. C'est-à-dire que vous allez pouvoir bénéficier de la subvention salariale uniquement pour les employés pour lesquels vous maintenez le salaire. Donc, évidemment, je n'exclus pas un scénario où vous aurez néanmoins des mesures, des mises à pied temporaires qui seront effectuées, mais que vous allez maintenir, par exemple, des opérations et aussi le salaire de certains employés. Si vous êtes en mesure de démontrer que vous avez subi des pertes de 30% et plus, ma compréhension, c'est que vous pourrez bénéficier de cette subvention-là pour les gens pour qui vous payez le salaire. Si, concernant la subvention salariale, qu'en est-il pour les sociétés en développement n'ayant pas eu de chiffre d'affaires début mars 2019, par conséquent, ne peuvent pas prouver la diminution de 30%? M. Giguère pourra préciser, mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y aura des mesures d'atténuation pour permettre à des entreprises qui ne seront pas en mesure de faire cette démonstration de le faire néanmoins. Là, dans les balises puis les critères qui seront utilisés, je ne suis pas certain que ce soit connu encore, mais je sais que le gouvernement s'est montré sensible à cette situation-là. Oui, tout à fait. Dans le fond, ça va être à l'entreprise de démontrer. Donc, comme vous dit M. Lallier, au niveau des critères et des façons de faire, tout ça reste encore à déterminer, mais il y a une ouverture là, certainement pour les entreprises, entre autres, qui n'étaient pas en activité en mars 2019, pour démontrer en fait l'impact de la COVID sur leur revenu. Merci. Pour le programme du PCU, est-ce qu'un salaire maximum annuel de 58 700 ou sur la tranche de salaire maximum de 58 700? Est-ce que pour quelqu'un qui gagne 75 000, par exemple, le montant est de 0 ou 847? La compréhension, c'est que c'est 2 000 $ pour tous, sans égard à votre revenu. Le seul critère étant que vous ayez perdu votre emploi pendant plus de 14 jours compte tenu de la situation entourant la COVID-19. Merci. Prochaine question. Advenant que nous sommes déclarés comme service essentiel, que nous avons mis à pied au début de la crise des employés, mais le gouvernement fait appel à notre entreprise et nous devons rappeler des employés. Ont-ils le droit de refuser le retour au travail et sinon, quels sont les recours de l'employeur? Non. Il n'y a pas de droit de refuser. En fait, vous pouvez toujours refuser de revenir au travail. C'est ce qu'on appelle une démission. C'est-à-dire que, en fait, le rappel au travail s'effectue de la même façon que dans toute situation usuelle de ralentissement de production ou certaines entreprises qui nous écoutent aujourd'hui vivent peut-être des cycles saisonniers, etc. Donc, le rappel au travail est assujetti aux mêmes règles. Alors, si vous effectuez le rappel, vous respectez, si vous avez une convention collective en place, votre convention collective. Sinon, le plan de match que vous avez établi. Et si une personne devait refuser de revenir sans motif, bien évidemment, à ce moment-là, on pourrait considérer qu'elle a quitté son emploi ou en venir à la conclusion qu'on doit nous-mêmes terminer son emploi. Concernant la subvention salariale de 75%, est-ce que le calcul de perte de revenus se fait au niveau des ventes annuelles en date du 31 mars, 30 avril, etc., ou au niveau des ventes mensuelles totales en comparaison avec les résultats de 2019? En fait, ce qui est prévu, c'est une démonstration mensuelle, en fait, donc une comparaison entre mars 2020 et mars 2019 dans le cas où c'est possible. Avril 2020, avril 2019, il y a 3 périodes. En fait, il y aura 3 formulaires à remplir pour les 3 mois d'activité ou les 3 mois où on demande la subvention. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est vraiment une comparaison mensuelle, mars 2020, mars 2019. C'est le cas global le plus répandu qui est envisagé pour l'instant. Merci. Quelqu'un a partagé un hyperlien du site du gouvernement du Canada en disant que voici le lien qui dit que les parents qui s'occupent de leurs enfants ont accès au PCU. Je ne sais pas si vous voulez élaborer là-dessus. Ça va vraiment être une question de... En fait, ma compréhension, c'est que si évidemment vous devez prendre soin de quelqu'un de malade, etc., il peut y avoir des cas d'exception, mais
Mais on parle vraiment dans la réglementation, là, puis je n'ai pas l'hyperlien devant moi, mais dans la réglementation, on parle d'un arrêt involontaire. Alors, évidemment, M. Giguère, si vous voulez compléter, vous pouvez le faire, là, mais c'est ma compréhension de la façon dont la PCU va être abordée. Et évidemment, je n'ai pas vu, moi non plus, le formulaire qui sera disponible lundi, ni si cette situation-là, bien précise, va faire partie des cas qui permettra de toucher la PCU, mais on s'entend qu'il ne s'agirait pas d'un abandon involontaire de son emploi à ce moment-là. Ouais, je pense que votre compréhension est bonne. Je ne connais pas suffisamment le programme de prestations canadiennes d'urgence. C'est un peu plus lié aux individus plutôt qu'aux entreprises. Donc, je vous laisserai les gens vérifier diligemment. Je vois bien que cette personne-là a envoyé, je pense, un copier-coller du site. Je ne sais pas si vous voulez, on peut garder cette discussion-là pour la fin. Parce que ce serait presque impossible pour moi de tout lire tout ça à cet instant-là. Donc, je propose de revenir à la fin sur cet item-là. Bien sûr. OK. Je passerai à la prochaine question. Une filiale qui subit une perte de 30% de revenus est-elle éligible à la subvention salariale de 75%, même si la société mère, entité légale, ne subit pas une baisse de revenus de 30%? C'est une bonne question. Je peux pas répondre. En fait, je vais prendre la question en note puis bien vouloir me l'envoyer, puis je reviendrai avec une réponse un peu plus forte. J'ai quand même l'impression que si l'entité légale est distincte, c'est cette entité-là qui devra faire l'objet de sa démonstration de ses pertes de revenus. Je n'ai pas entendu, moi, dans les communications gouvernementales, à tout le moins jusqu'à maintenant, vraiment de précision, parce qu'évidemment, la structure corporative de bien des entreprises peut différer, mais que si la société mère, située par exemple ailleurs ou dans un autre pays, n'est pas en mesure de faire la même démonstration, que ce soit nécessairement un frein à la subvention comme telle. Mais ce serait intéressant de voir votre réponse. Prochaine question. Je crois qu'il y a une erreur dans la question. Ça dit: l'employé doit-il compenser pour le salaire total d'un employé mis à pied temporairement et couvert par la subvention gouvernementale de 75%? Je crois que c'est l'employeur qui doit-il compenser. Est-ce que vous pouvez la reformuler? Oui, c'est ça. Je sois bien certain de comprendre. Je crois que ce que j'ai compris, c'est: l'employeur doit-il compenser pour le salaire total d'un employé mis à pied temporairement et couvert par la subvention gouvernementale de 75%? Alors, évidemment, je pense que ce qu'il faut préciser, c'est que si vous bénéficiez de la subvention salariale de 75%, c'est du moins d'un point de vue technique que l'employé n'est plus mis à pied. C'est-à-dire que vous assumez donc son salaire. Est-ce que l'employeur doit compenser la différence entre le 75 et le 100? C'est plutôt, je pense, une obligation morale jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral vous demande de le faire, d'essayer de le faire. Et si j'ai bien compris, même dans le formulaire qui va être remis, vous allez devoir remplir une attestation pour dire que vous allez faire tout en votre possible économiquement, financièrement pour le faire. Merci. Prochaine question. Même si les mesures sont en place et que des efforts de rassurer ont été faits, si un employé sur la ligne de production refuse de travailler, veut rester chez lui jusqu'à la fin de la pandémie, peut-on le congédier pour refus de travail pareil à un départ volontaire? Peut-on remplacer cet employé avec une nouvelle embauche? Une question d'équité envers les autres employés. Je dirais que ce devrait être le résultat uniquement d'une série de mesures visant à favoriser la présence de cette personne au travail. Je suis persuadé d'une chose, c'est qu'évidemment, les décideurs, quand tout ça va être terminé, vont avoir une sensibilité accrue pour les mesures disciplinaires qui vont avoir été prises à l'encontre de certains employés. Donc, est-ce que ça peut être exclu qu'on doit procéder à un congédiement? Non. Mais à mon sens, un employeur devrait mettre tout en branle pour tenter d'arriver plutôt à une solution à l'amiable que celle des mesures disciplinaires devraient être prises. Parce qu'évidemment, on peut comprendre le niveau d'anxiété de certains employés. Mais comme je l'ai dit tantôt, le risque subjectif de contamination n'est pas un motif pour refuser de travailler. Prochaine question. Pour les entrepreneurs, start-up qui n'ont pas de salaire, y a-t-il possibilité d'avoir accès à la subvention salariale en déclarant un salaire? Je vais laisser M. Giguère répondre, mais j'ai l'impression que ce serait un risque. Oui, effectivement, je pense. Effectivement, c'est s'exposer à un sérieux risque, là. Puis je pense que les annonces du programme, le ministre Morneau, le premier ministre Trudeau ont été assez clairs sur le fait qu'il
l'idée, c'était pas de vouloir certainement pas abuser de ce programme-là. Puis techniquement, en fait, il faut toujours se rapporter au salaire versé avant le 15 mars 2020 pour des fins de comparaison. Donc, techniquement, il devrait y avoir eu des déductions à la source qui ont été payées pour les salaires précédents. Donc, voilà, je recommanderais. Le programme n'est vraiment pas pensé pour ça. Non. Prochaine question. L'employeur doit-il compenser pour le salaire total d'un employé mis à pied temporairement et couvert par la subvention gouvernementale de 75 %? J'ai l'impression que c'est la même question que celle tout juste d'avant, là, mais Ah oui, vous avez raison. Oui, J'ai mal. Oui, alors, même réponse. Même bien réponse. vu, bien vu. Bon, on passe à la suivante. La plupart de nos employés ont des salaires supérieurs à 58 700. Comme la subvention a un maximum de 847 par semaine, a-t-on un risque de perdre notre subvention si on ne comble pas la différence jusqu'à 100 %? C'est un peu comme vous avez dit un petit peu plus tôt, M. Lallier. L'idée, c'est d'inciter, puis le gouvernement souhaite encourager les entreprises à faire tout ce qu'ils peuvent pour payer les employés à leur maximum, à leur 100 %. La subvention couvre 75 % le maximum de 58 700 $. Donc, la subvention elle couvre cette partie-là. Maintenant, c'est aux entreprises de faire leur part, en guillemets, puis de faire du mieux qu'elles peuvent, en fait. Oui, puis je réitère que ce que j'ai compris, c'est que, parce que ça a un sens à mon avis, là, que si on demande aux employeurs d'attester dans la demande qui va être communiquée sous peu, là, qui vont faire tout ce qu'ils peuvent financièrement et économiquement pour verser la différence, c'est aussi peut-être que quelqu'un qui aurait fait une fausse attestation pourrait par la suite faire l'objet de vérification. Donc, je pense que je parlais de l'obligation morale. Ça me semble une obligation morale plus, là, si vous me permettez l'expression. Bien. Prochaine question. Qu'est-ce qui arrive aux jours fériés durant la situation du COVID-19? Pour vos employés mis à pied, techniquement, temporairement, ils ne seraient pas payables parce que la prestation de travail est suspendue. Sinon, la loi sur les normes du travail ou le Code canadien du travail s'applique toujours. Donc, pour les gens qui sont toujours en poste, c'est une obligation qui demeure. Une question. J'aimerais connaître l'intention des entreprises concernant le programme de subvention salariale pour les gens mis à pied. Comptez-vous offrir 75 % du salaire de vos employés jusqu'à concurrence de 874 $ et assumer la part de l'employeur DAS, même si vous n'avez pas besoin de ces employés? Ouais, je ne peux pas répondre pour tous vos membres, mais je peux vous dire, par contre, que de ce que j'entends depuis 48 heures, c'est beaucoup de questions. C'est sûr, puis ça, j'en profite pour faire le point là-dessus, c'est que, évidemment, les gens pour qui vous n'avez pas de travail, puis que vous rappelleriez de façon, entre guillemets, technique ou fictive, ça vous demande un investissement colossal en argent et tout ça dans l'attente éventuellement de la subvention qui va être versée dans au mieux 6 semaines. Alors, il y a beaucoup d'entreprises actuellement qui sont très préoccupées par cet aspect-là et qui se posent des questions. Je suis persuadé que les gens qui nous écoutent ont chacun leur expérience, mais qui se posent aussi cette question-là parce qu'en termes de liquidité, d'investissement, etc., c'est considérable. Je veux juste intervenir, Éric Fauché. Vous m'entendez? Tout à fait. Écoute, je pense que l'attente vient beaucoup des employés. Donc, les employés nous appellent énormément pour dire « Hey, moi, je veux-tu être admissible? » Donc, moi, ici, chez nous, je comprends. Moi, c'est pour ça qu'on dit aux employés, le but du programme, c'est un programme de support aux entreprises. Ce n'est pas un programme de support aux employés, c'est ce que j'ai compris. Exact. Donc, nous, on va essayer de ramener le plus possible de gens en fonction de nos besoins. Puis cette subvention-là va nous aider énormément. Mais c'est les attentes des employés et beaucoup là-dessus de dire, écoute, on est admissible, donc vous devriez me payer. Exact. Puis ça, c'est important de se rappeler qu'il n'y en a pas. Il n'existe aucune obligation pour une entreprise de se prévaloir de ce programme-là. Puis c'est pour ça que je faisais le point sur les dangers ou en fait les préoccupations en lien avec les gens qui sont déjà mis à pied temporaire. C'est clair que pour un employé qui est en mis à pied temporaire en ce moment, ce serait beaucoup plus bénéfique pour lui si son employeur acceptait de verser son salaire et ultimement de profiter de la subvention. Mais ça demeure quand même une obligation financière importante pour l'employeur qui
s'il a procédé à des mises à pied temporaires parce qu'il avait des difficultés économiques. Alors, on est un peu dans un cercle vicieux ici. Je pense que les entreprises qui pourront vraiment en bénéficier, c'est celles qui maintiennent les activités ou qui pourraient relancer certaines activités avec la présence de cette subvention-là. Mais puis l'exemple que vous venez tout juste de donner, M. Fauchon en étant. Excusez-moi, est-ce que je peux répondre à ça, Anne-Marie Gendron? En fait, moi, j'ai eu des communications avec des vérificateurs qui ont des contacts gouvernementaux. Puis quand on questionne l'esprit, justement, de cette mesure-là, ce que nous, on en comprend, c'est que quand on nous demande de rappeler les employés, là, on ne parle pas que des employés pour qui on a du travail, mais effectivement, même des employés pour qui on n'a pas de travail. Par exemple, M. Trudeau faisait référence aux restaurants qui pouvaient avoir accès à cette mesure-là. Les restaurants, on s'entend, ils sont obligés d'être fermés en ce moment. Donc, leurs employés n'ont donc pas de travail en ce moment. Mais ce qu'on demande aux employeurs, en fait, c'est qu'on cherche à subventionner l'emploi plutôt que l'employé, mais c'est d'acheminer de l'argent aux employés, mais en passant par les entreprises afin de maintenir le plus possible le lien d'emploi. Chez nous, par exemple, il y a une portion des employés qui sont mis à pied, pour desquels on n'a pas besoin, mais qu'on va payer à travers la subvention, sauf que ces gens-là, on n'a pas plus de travail pour eux, là. Donc, ces gens-là, ils vont être chez eux à ne rien faire. Puis oui. C'est là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, à mon avis, il y a uniquement certaines entreprises qui pourront se permettre ça. Reprenons l'exemple du restaurant. C'est bien sûr. que Ils pourront que ce soit, pas. c'est Oui, ça, oui. c'est impossible. Je veux dire, il n'y a pas un restaurant actuellement qui peut se permettre d'avancer pendant 6 à peut-être plus semaines les salaires de ces gens pour pouvoir ultimement obtenir la subvention par la suite. C'est pour ça que je dis qu'il y a un effet un peu à double tranchant à ce sujet-là, mais vous avez raison de dire que la subvention, ma compréhension, et je pense que c'est la vôtre également, M. Giguère, permettra même aux gens qui n'ont pas de travail effectif, s'ils sont rémunérés par leur employeur, l'employeur sera admissible à la subvention. Oui, je pense que c'est clairement le cas, là. Nous, on l'interprète comme ça, puis on s'est fait confirmer que... C'est dans l'esprit du programme, effectivement, qu'il y a une réembauche, en fait. Parfait, merci. Merci. Donc, est-ce que je pourrais prendre la parole? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Juste aussi à savoir, il y a aussi pour penser le côté motivation aussi à faire ce genre de situation-là quand on a la moitié des gens qui travaillent et la moitié des gens qui ne travaillent pas. Si on décide de payer à tout le monde le salaire, à prendre le 75% du programme, c'est un peu démotivant pour les gens qui ne travaillent pas, qui travaillent versus ceux qui ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'on me dit dans mon entreprise? Oui, mais en fait, c'est pour ça que je parle depuis quelques instants des effets pratiques de la subvention puis des façons dont les employeurs auront à traiter ces questions-là. Ça en est un bon exemple aussi. C'est sûr qu'il y a les choix que les entreprises vont faire vont être, disons, importants. Puis il faudra qu'ils soient aussi très bien communiqués parce que, oui, ça peut créer un certain sentiment d'injustice dans les entreprises où il y a une partie des opérations qui sont maintenues et qu'il y a des employés qui sont à la maison. D'accord, donc on va revenir aux questions, s'il vous plaît. Il nous en reste quelques-unes, on va les terminer avant d'ouvrir la discussion. Si un employé a des symptômes et qu'il est retourné à la maison, devrions-nous le mettre en quarantaine 14 jours afin qu'il puisse avoir accès au PCU, même s'il n'a plus de symptômes après 3 jours? Ma recommandation à moi, c'est sans égard à la PCU, c'est oui. Je sais qu'il y a des entreprises qui, après quelques jours, s'il n'y a plus de symptômes, reprennent les employés, les travailleurs et leur redonnent leur poste. À mon sens, la mesure préventive à prendre avec des gens qui ont des symptômes, c'est une quarantaine de 14 jours. Pourquoi? Parce qu'on peut être asymptomatique et porteur du virus et on peut surtout contaminer le milieu de travail. Alors, la bonne mesure à prendre, à mon sens, c'est effectivement la quarantaine de 14 jours et ça donnera aussi l'opportunité à l'employé d'obtenir la prestation canadienne d'urgence. Merci. Prochaine question. Devons-nous avoir reçu une lettre qui dit que nous sommes une entreprise essentielle ou avoir reçu une lettre de nos clients qui dit qu'eux sont essentiels pour continuer de travailler? Non, il n'y a pas de système
de communication de cette nature-là. C'est-à-dire que si jamais vous avez disons, des questions à savoir si vous l'êtes ou vous ne vous l'êtes pas essentiel, vous pouvez demander au gouvernement de vous fournir une confirmation. Par contre, si à la lecture des activités essentielles, vous estimez l'être, vous pouvez maintenir vos activités. Ce que je vous recommande d'un point de vue pratique, par contre, c'est certainement d'aviser vos fournisseurs que vous estimez qu'eux aussi sont essentiels pour continuer d'obtenir ce qu'ils ont à vous fournir. Et si vous êtes un fournisseur, d'obtenir de votre client une lettre confirmant qu'il est essentiel et qu'il estime que vous l'êtes aussi, pour pouvoir expliquer pourquoi vous maintenez vos opérations, parce qu'on aura de plus en plus de contrôle à cet égard-là. Les autorités vont faire plus de vérifications. Alors, le plus vous documentez vos processus, le plus vous documentez les motifs pour lesquels vous maintenez vos opérations, le mieux vous serez outillé pour faire face à des demandes comme celle-là. Puis, j'ouvre une parenthèse ici, parce que je pense que j'ai oublié d'en parler pendant la présentation. Si vous êtes une activité prioritaire ou essentielle, je vous recommande aussi très fortement d'avoir des lettres prêtes pour vos employés, expliquant qu'ils travaillent pour vous. Ils sont appelés à se rendre à votre établissement parce que l'on voit de plus en plus de contrôles policiers. Il y en aura davantage. Alors, c'est une très bonne mesure de vous assurer que vos employés puissent expliquer à éventuellement un agent de la paix qu'il se rend travailler chez vous et c'est pourquoi il se rend travailler chez vous. Merci. Prochaine question. Une personne qui ne veut pas travailler de peur d'être contaminée et demande son relevé d'emploi pour obtenir le PCU. Sommes-nous obligés d'émettre un relevé d'emploi auprès de Service Canada en sachant que la personne n'est pas mise à pied, mais veut expliquer son cas à Service Canada? Non, aucune obligation. En fait, je vous dirais même que de façon pratique, je ne vous recommande pas d'émettre des relevés d'emploi dans ces circonstances-là. Je pense que s'il y a du travail, si la personne a un milieu de travail qui est sécuritaire, puis vous avez besoin de cette personne-là, c'est donc le travail qui devrait prévaloir et la personne ne serait de toute façon pas admissible à la prestation canadienne d'urgence. Merci. Prochaine question. Qu'en est-il pour les femmes enceintes? Doit-on les retirer à titre préventif? Là-dessus, j'ai cru comprendre, évidemment, les informations circulent énormément, mais que c'était favorisé, mais le médecin traitant, le gynécologue qui suit la femme enceinte devrait émettre le billet permettant le retrait préventif. Donc, c'est une question un peu théorique, mais c'est évident qu'une femme enceinte qui a un tel billet devrait être retiré du milieu de travail. Prochaine question. La subvention de 75 %, est-ce que c'est 75 % du brut? Oui. Puis, en fait, oui. Et prochaine question. Un employé à temps partiel qui travaillait seulement 8 heures semaine, que j'ai mis à pied, sera admissible au PCU et recevra 2 000 $ par mois, donc 500 par semaine? Oui. Si la personne a gagné plus de 5 000 $ en 2019, ce qui serait vraisemblablement le cas, elle sera admissible et obtiendra le versement d'une somme de 2 000 $ mensuellement. Si l'employeur fait des banques d'heures négatives ou demande aux employés de prendre leurs vacances durant quelques semaines, est-ce que ces salaires seront admissibles comme emploi conservé, donc subventionnables pour l'employeur? Techniquement, oui, mais je vais laisser M. Giguère répondre. Pour moi, c'est du salaire. Que ce soit des banques de temps, des banques de vacances, c'est ultimement dans la composante de la rémunération. Donc, si c'est payé par l'employeur à 100 %, j'ai compris de l'esprit du régime qu'il couvrirait cette portion, mais... Ouais, votre explication semble raisonnable, mais c'est un petit peu dans les détails. Là, je ne suis pas prêt à m'avancer spécifiquement. Là, mais en tout cas, je ne vois pas d'erreur dans votre raisonnement, monsieur. Prochaine question. Dois-je comprendre que pour avoir droit à la subvention salariale, il ne doit pas y avoir de mise à pied? Ben, pas qu'il ne doit pas y en avoir, c'est-à-dire que vous serez admissible à la subvention salariale pour les employés qui ne le seront plus ou qui ne sont pas mis à pied et que vous payez effectivement, dont vous payez effectivement le salaire. Ça n'exclut pas un scénario où vous auriez par ailleurs des employés qui seraient aussi en mise à pied temporaire et ceux-là ne seraient pas admissibles à la subvention comme telle. OK. Prochaine question. Les employeurs ayant reçu les subventions pourront-elles se verser des dividendes en 2020? Ce ne serait pas normal, surtout si des personnes ont été mises à pied. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Nous avons un hyperlien qui a été partagé en lien avec les symptômes. Voici le lien pour faire une auto-évaluation. Ça a été partagé avec tout le monde. Ensuite, pour ce qui est des amendes pour les entreprises, on parle de combien?
Les détails ne sont pas encore sortis, mais en fait, ce qui a été sorti comme détail jusqu'à présent, c'est qu'il pourrait y avoir en fait, des amendes spéciales, puis vraiment spécifiques pour cette situation-là. Jusqu'à présent, c'est les détails qu'on a. Je pense qu'on peut anticiper, par contre, puis vous serez sûrement d'accord avec moi, M. Gigam, on peut anticiper que le gouvernement va se donner les moyens de ses ambitions pour faire les vérifications requises. Quand on a un programme aussi extraordinaire de par sa nature, j'anticipe, moi, à tout le moins, que les mesures de vérification auront le même caractère extraordinaire. Tout à fait. Monsieur Giguère, auriez-vous un contact à nous donner pour valider notre admissibilité au programme de subvention de 75 %? Présentement, je n'ai pas de contact. C'est sûr et certain, s'il y a une situation spécifique ou s'il y a une question auquel on peut essayer de répondre, ça va me faire plaisir. Si vous me les envoyez, je vais essayer d'acheminer ça à une bonne personne pour avoir une réponse précise. Est-ce qu'un employé en assignation temporaire suite à un accident de travail qui devient symptomatique aurait accès au PCU ou s'il sera payé par la CNESST et donc imputable à l'employeur? J'ai aucune idée comment la CNSST traiterait une situation comme celle-là, mais ce qui m'apparaît clair, c'est que c'est une maladie intercurrente. Alors, si l'absence se prolonge et que s'explique par cette nouvelle maladie-là, il y aurait des mesures de désimputation disponibles si la CNSST devait maintenir les IRR. Bien. Il n'y a plus de questions écrites. J'ai une dernière. Quelle est la chose la plus importante à retenir de tout cela? J'adore celle-là. En fait, je tente une réponse. C'est que c'est une situation exceptionnelle, puis on a essayé, puis je pense que vous avez fait la même chose, M. Giguère, de vous donner les balises que nous, on connaît. Alors, s'il y a une chose que moi, je recommande à tout le monde, c'est évidemment de vous assurer de continuer à faire des suivis diligents, puis de suivre ça de près, parce que des fois, je relis ou je réécoute des choses que l'on a dites ou écrites il y a déjà 2 ou 3 semaines. Ouais. De ça, ça me semble remonter à des temps immémoriaux. Là. Alors, je pense que ce qu'on vous donne aujourd'hui, c'est de l'heure juste à midi 15 le 3 avril, là. Mais ne lésinez pas sur les efforts pour rester à jour et vous assurer de prendre des décisions qui sont appuyées sur le plus haut niveau de certitude possible. Là, je pense surtout à la subvention salariale actuellement. Là. Évidemment, vous allez avoir énormément de questions par vos employés, par les gens de vos conseils de direction. Quand vous prendrez la décision, prenez-la sur des bases les plus solides possibles parce qu'évidemment, les conséquences peuvent être importantes d'un point de vue financier. Nous avons reçu une autre question. Est-ce qu'un employeur ayant décidé de réduire les heures travaillées et payées de ses employés à 75 % s'éliminerait du programme de 75 % dû au fait qu'il ne paierait ses employés à 100 %? J'ai compris de nos échanges précédents avec M. Giguère que dans l'esprit actuel du programme, dans la mesure où l'employeur avait annoncé des réductions d'heures et donc des réductions de salaire, comme il maintient le salaire, du moins en partie, il serait vraisemblablement admissible à la subvention. Et je pense que ça fait partie des zones grises qui vont se clarifier au fil du temps, on l'espère. Oui, effectivement. Allons-nous pouvoir recevoir l'enregistrement du webinaire? La réponse est oui. Le lien sera partagé par la suite. Nous avons reçu une autre question également pour vous, messieurs. Si seulement une partie de nos opérations est jugée prioritaire, par exemple 70 %, et que le nombre d'employés de retour au travail est insuffisant pour supporter les opérations prioritaires, comment doit-on approcher les employés qui refusent de venir au travail par peur versus ceux que nous n'avons pas besoin, le 30 %? Je ne suis pas certain de saisir la fin de la question, mais ce que je dirais, c'est qu'évidemment, votre plan de communication va être primordial. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être difficiles à convaincre de revenir au travail. Comme actuellement, il y a des gens qui sont difficiles à convaincre de venir au travail, même si leur emploi est disponible. Alors, c'est sûr que je recommande la flexibilité au départ, le dialogue constructif, mais évidemment, par la suite, il pourrait y avoir des mesures peut-être un peu plus importantes qui pourraient être prises, notamment de tenter de forcer le retour, d'envoyer des correspondances, etc. Mais j'espère que vous n'aurez pas à vous rendre là parce qu'honnêtement, dans un contexte de pandémie comme celui-ci, puis une situation collective qui est excessivement
stressante et angoissante, la meilleure solution reste la solution où on y arrive par le dialogue constructif. Merci pour vos réponses. Merci tout le monde pour vos questions. Nous avons dépassé environ 15 minutes le temps, donc il faudra couper la période de questions. Je donne la parole à Béatrice pour terminer. Merci Charbel. Eh bien, notre webinaire touche à sa fin. J'aimerais remercier nos experts. Et si vous avez davantage de questions à nous poser, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. Il nous fera plaisir d'y répondre. Vous avez nos coordonnées sur la dernière slide de la présentation. Sachez que vous allez recevoir un courriel contenant le lien vers la présentation d'aujourd'hui que nous avons enregistrée. Vous pourrez ainsi la réécouter, en faire profiter vos collègues qui n'ont pas pu être présents ce matin. Le courriel contiendra également un lien vers notre sondage habituel afin de mesurer votre satisfaction et continuer de produire du contenu à valeur ajoutée pour nos membres. Notre série de webinaires continue, bien entendu. Nous confirmerons prochainement la date du prochain webinaire intitulé Cybersécurité et télétravail pour les entreprises du secteur aérospatial. Je vous remercie pour votre temps et vous souhaite une agréable fin de semaine. À bientôt.